Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux connectés à notre nouveau webinaire consacré à notre gestion patrimoniale Global Macro. Je suis Blaise Nicolet, je suis un des associés en charge du développement de Sony Asset Management et je suis avec Étienne de Marsac, gérant du fonds Sony Patrimoine 2.0 dont nous allons vous parler pendant les 15 minutes que nous allons passer ensemble. Alors, au programme, ce matin, bien évidemment, avant de rentrer dans le détail du programme, je vous rappelle que vous pouvez poser dans la fenêtre à droite, dans le chat, toutes les questions que vous souhaitez. Nous essaierons de prendre quelques minutes, bien évidemment, à la fin de cette présentation pour y répondre avec Étienne. Et puis, si nous n'avons pas le temps et que les questions sont trop nombreuses, bien sûr, on est à votre disposition ultérieurement pour y répondre, pour approfondir, creuser tous ces sujets ensemble. Alors, la présentation, elle va se dérouler en 3 temps. Quelques rappels tout d'abord sur ce qu'est le fonds Sony Patrimoine 2.0. On fera ensuite un bilan, voilà, un premier bilan. C'est vrai que ce fonds est un fonds qu'on développe depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Donc, ce sera l'occasion de dresser déjà un premier bilan d'étape, tout simplement. Et puis, on enchaînera dans une dernière partie sur la plus importante, et je laisserai bien sûr un temps de parole important à Étienne, puisque le format de cette émission, c'est vraiment la parole au gérant. On rentrera véritablement dans les thématiques actuelles du fonds, son positionnement. Alors, volontairement, on ne parlera pas du process, ou en tout cas, on ne rentrera pas dans le détail du process aujourd'hui. Et le process fera l'objet d'un webinaire très prochainement, qui sera l'occasion pour vous de rentrer complètement dans le moteur de performance du fonds. Alors, Sony Patrimoine 2.0, rapidement, qu'est-ce que c'est quelle est la nature de ce fonds? C'est un fonds patrimonial nouvelle génération qui vous fait passer d'une allocation traditionnelle par classe d'actifs à une allocation par thème de gestion. En effet, selon nous, une allocation par classe d'actifs n'est pas suffisamment source de performance. Et Sony Patrimoine 2.0, c'est un fonds qui se concentre sur des thèmes d'investissement, qui se déclinent sur un large panel de classes d'actifs au travers de stratégies qui sont des stratégies qui vont bien au-delà de ce que vous trouvez dans les fonds patrimoniaux traditionnels, qui sont des stratégies qui peuvent être long short, des stratégies de valeur relative, des stratégies short. Donc, c'est ce qui en fait toute son originalité. Bien évidemment, c'est un fonds patrimonial par son objectif de performance. Alors, on a remis sur cette slide l'objectif officiel, entre guillemets, mais il y a un objectif gérant qui va au-delà de ça, qui est plutôt de délivrer de façon constante une performance autour de 7%, quelle que soit la direction des marchés, avec un objectif de volatilité qui est un objectif de vol contenu. Et puis, ce qui fait l'originalité de ce fonds, on y reviendra dans quelques instants, c'est, et son côté patrimonial, bien évidemment, c'est la gestion des risques, qui est une gestion qu'on peut qualifier de très novatrice et qui, bien évidemment, l'inscrit dans cet univers des fonds patrimoniaux. Alors, qui est-ce qui opère la gestion de ce fonds? Alors, vous avez Étienne, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Mais il n'est pas tout seul à la gestion de ce fonds, puisqu'il intervient avec Pascal Laloum, qui est notre risque manager, qui est le responsable du risque Sony, qui est un ancien gérant quantitatif et qui a travaillé auparavant au risque management, notamment dans des maisons comme DNCA ou Aviva Investor, et qui a un rôle très important sur la gestion du fonds, puisque, comme je l'ai dit il y a quelques instants, les risques, c'est au cœur du process. Et on a d'ailleurs une slide qui est consacrée à ce sujet-là et sur lequel Pascal intervient tout particulièrement. Et puis Étienne, alors beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Ce qui fait son originalité, et il faut le souligner, c'est que c'est un des seuls gérants français qui a un passé banque centrale. Voilà, puisqu'il a travaillé plusieurs années au sein des institutions européennes, ce qui nous donne une valeur ajoutée très forte dans la bonne lecture de cet univers banque centrale, qui est un élément, selon nous, véritablement clé pour une bonne compréhension de ce qui se passe dans notre univers financier. Et puis, au-delà de cette expérience banque centrale, c'est un gérant qui a une vingtaine d'années d'expertise dans l'univers de la gestion
global macro, gestion qu'on a pu qualifier de perf absolu ou hedge fund. Et ça, c'est vrai que c'est un atout pour la gestion du fonds Sony Patrimoine 2.0, pour la nature même de ce fonds, parce que quand vous avez ce passé, c'est tout simplement le révélateur de votre capacité à gérer des instruments assez techniques. Il y a un côté très psychologique qu'on aime bien dans ces expériences-là, c'est le côté très non dogmatique finalement, parce que quand vous êtes gérant global macro, vous êtes habitué à vous tromper, vous n'avez pas d'approche dogmatique. Et puis vous êtes curieux, vous allez interroger, questionner le désordre dans lequel on est. Et cette attitude nous permet de trouver finalement beaucoup de réponses. Donc on a un tandem qui fonctionne très bien, deux gérants qui se connaissent d'ailleurs depuis très longtemps et qui nous permettent de vous présenter une expertise qui fonctionne avec une plus-value non négligeable de ce tandem. Je vais laisser peut-être la parole à Étienne pour cette partie mantra du gérant. Ah, on ne t'entend pas, Étienne, en revanche. Ouais, bonjour à tous. Voilà. Donc, ce que n'est pas le fonds, c'est pas un fonds diversifié. Donc, c'est pas un fonds dans lequel on ferait de l'allocation entre classes d'actifs et en particulier de l'allocation entre actions saupoudrées de taux d'intérêt avec une gestion d'un overlay, donc des expositions au travers de produits dérivés, par exemple, de manière marginale. Donc, ce qu'on fait, c'est pas ça. On est dans le cadre d'un fonds thématique, multithématique, qui soit cherche à capter en fait des tendances, soit se place très en amont des tendances. Et ça, c'est plutôt ce que j'aime bien faire. C'est un fonds qui est plutôt concentré autour de mes vues ou des thèmes ou de mes thèmes. Et donc, c'est un fonds qui par construction, ne cherche pas nécessairement la diversification. Mon point, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est en présence d'un fonds trop diversifié, à la fin, on ne fait pas de performance, puisqu'en fait, l'ensemble des paris sont certes décorrélés entre eux, mais se neutralisent entre eux. Donc, si on veut de la performance, il faut nécessairement, avoir des convictions, et deux, implémenter ces convictions de manière concentrée. Et à ce titre-là, moi, j'aime bien la phrase de Warren Buffett qui dit que la diversification, c'est une protection contre l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand on sait des choses ou quand on pense des choses, eh bien, on les met en place. Et quand on ne sait pas, on se hedge. Et vous avez beaucoup de fonds comme ça dans notre univers où les gérants passent leur temps à se hedger, à hedger leur hedge, à hedger les hedges des hedges, et à la fin, ça ne fait pas de perf. Mon originalité ou la manière dont je travaille, c'est quoi? C'est que j'essaye de repérer les biais cognitifs. C'est quoi un biais cognitif? C'est notre cerveau, il est fait pour penser simplement les choses complexes. Il est fait pour ramener des choses inconnues à des choses connues. Typiquement, le Covid-19, donc le Covid de l'année dernière, a été ramené par l'esprit humain au SARS ou au MERS de 2013 de 2015, ce qui nous a pas permis, et ce qui n'a pas permis à la communauté des stratégistes ou des économistes d'en saisir la portée, ce qui a produit les catastrophes du mois de mars de l'année dernière. Nous, il se trouve que le Covid, on l'a plutôt bien analysé, mais on en reparlera. Les biais cognitifs aussi, c'est quoi? C'est de penser que l'inflation d'aujourd'hui, c'est une inflation qui va passer, qui va être temporaire, parce que simplement, le concept même d'inflation a disparu dans la décennie qui a précédé. Et quand on utilise en fait une comparaison par rapport à la décennie précédente, on passe à côté de tout ce qui a changé dans cette décennie, et notamment du point principal qui est la déglobalisation. Et on en parle assez peu finalement dans le moteur de cette inflation, mais l'inflation que l'on voit, c'est pas une inflation provoquée par un cycle en surchauffe de manière endogène, mais c'est une inflation qui est provoquée par les coûts. Et les coûts, ils viennent pas nécessairement du Covid, ils viennent de la déglobalisation. On va en parler tout à l'heure. Slide suivant. Blaise. Hop, juste un petit souci technique pour passer à la slide suivante.
Voilà, pardon. OK. Donc, pour faire ce que je fais, c'est-à-dire essayer de scanner en fait l'univers global macro et de repérer des thèmes, soit des thèmes contrariants, soit des thèmes qui prennent du momentum, ça serait pas possible si j'avais pas accès à des sources d'information de bonne qualité. Où est-ce que je tire mon information? Je les tire de mon univers BCE ou de mon univers au sens large banque centrale. Vous savez que c'est une sphère qui est à part. On se parle entre nous, on se parle entre anciens trésoriers, on se parle entre trésoriers actuels. Je suis invité en conférence monétaire à la BCE, etc. Donc, c'est une source de première qualité. On utilise des bases de données de recherche qui sont, je pense, les meilleures du marché, c'est-à-dire GAFCAL, BCA, qui est une boîte canadienne, et enfin MacroHive. La particularité de MacroHive, c'est quoi? C'est que c'est un écosystème de portfolio manager global macro, portfolio manager de hedge fund, de camarades, prop traders, etc. Et c'est une plateforme d'échange d'informations. Donc, c'est soit payant, soit il faut être coopté et avoir montré une expérience comme prop trader, par exemple. Et il se trouve que voilà, on discute énormément de convictions, de trades, d'idées et notamment d'inflation des matières premières en ce moment sur ces plateformes. Ce ne serait pas possible de faire différemment ou de faire ça en étant tout seul dans une petite société. Donc l'idée, c'est quoi? C'est même si Sony AM, et vous avez raison de le percevoir, c'est une petite boîte, finalement, on arrive à en franchir les contraintes par technologie et beaucoup de network. Slide suivant. Alors, je vais peut-être reprendre la main juste pour non pas faire quelque chose de très technique, mais pour revenir sur cette gestion du risque dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, familiers avec cette notion de VAR qui a été popularisée par Bruno Krast et son équipe, qui était une très bonne idée d'ailleurs de transposer l'univers des risques bancaires à l'asset management. Mais la VAR présente certaines limites qui nécessitent une approche des risques plus complète. Et grosso modo, si vous voulez, globalement, une VAR 95%, elle vous dit ce qui va se passer dans 95% des cas, mais elle ne vous dit pas ce qui se passe dans les 5% qui restent, qui sont ce qu'on appelle les risques extrêmes, qui sont ceux qui font le plus mal en termes de drawdown. Et c'est pour ça que notre approche des risques, que je qualifiais tout à l'heure de très novatrice, va bien évidemment passer par l'utilisation de la VAR, mais qui va être complétée par l'utilisation de la CVAR, qui est la prise en compte de ces risques extrêmes, de ces queues de distribution, de ces faibles probabilités, qui sont celles qui vous font mal dans les drawdowns sur les fonds. Et ces niveaux de risque, ce sont des niveaux de risque que nous communiquons de façon permanente et de façon extrêmement transparente. Je vais peut-être te laisser commenter, si tu souhaites, l'outil de suivi des risques. Oui, non, mais très, très rapidement. Lorsqu'on souscrit dans le fonds, on accède à un degré d'information qui est assez fin, qui est plutôt moderne et qui essaye d'être transparent. Alors bon, s'il se trouve que parfois on a encore un petit peu de mal à publier de manière ultra régulière toutes ces informations, mais dans l'ensemble, on le fait de manière plutôt performante. C'est quoi ces outils? C'est le suivi de la VAR en jaune, le suivi de la CVAR qui est en rouge, ça c'est le graphe en haut à gauche, et le suivi de la taille de la queue de la distribution, donc ça c'est en bleu. Quand le graphe en bleu baisse, ça veut dire que je prends des paris de risque extrême, des paris extrêmes qui sont élevés. Lorsque le graphe est en train de remonter, c'est que je suis en train de couper les queues de distribution. Derrière ça, donc il y a un système de risque propriétaire monté avec un consultant, Chapuis Elder, avec qui j'avais travaillé à la BCE. Donc c'est assez puissant et ça vient de l'univers bancaire. On communique avec vous au travers d'un groupe WhatsApp dédié que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, dans lequel je donne régulièrement en temps réel toutes les informations qui me passent par la tête et qui concernent soit la gestion du fonds, soit des événements de marché, ce qui se passe en temps réel sur la courbe des taux aux US, sur la Fed, où j'analyse le FOMC en temps direct. Pour tous ceux qui aiment avoir une prise directe avec les marchés financiers et avec le gérant, eh bien, on vous met dans ce groupe WhatsApp, vous demanderez à Blaise et il vous y mettra avec plaisir. On essaie de produire donc cette fiche en haut à droite de manière bimensuelle qui donne les thèmes
stratégique du fonds. Donc là, en ce moment, c'est la stagflation ou la slowflation. La force du dollar et la remontée des taux, le niveau, c'est les barres, le niveau d'exposition de la contribution en risque ou en VaR de ces différents thèmes, et puis des agrégats un peu classiques du type sensibilité, etc. Slide suivant, Blaise. J'accélère parce qu'on vous a promis de faire quelque chose en 15 minutes et on est déjà un peu à la bourre. En termes de performance sur le temps long, donc entre janvier 2020 et aujourd'hui, donc, voilà ce que ça donne en termes de performance. Depuis le début de l'année, si on fait un zoom, on est à plus de 8% donc on est à 8,5% sur la part I et un petit peu en dessous, donc sur les 7,80 bien naturellement sur la part R. Depuis le début de l'année, ce qui nous place dans le premier le premier décile, year to date, donc 17 sur 408. Et puis, on a fait 2 mois très, très bons, le mois de septembre et le mois d'octobre. Au cours du mois de septembre, donc le mois de septembre, on termine premier. Le mois d'octobre, on est second sur 408 fonds. Après avoir fait un début d'année en fanfare entre janvier et juin sur le thème de la sortie de crise notamment. Et puis, après avoir eu un peu de difficultés entre juin et aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement, on a eu raison trop tôt sur le thème de l'inflation. L'inflation, pour ceux qui me connaissent, c'est un thème que j'ai marketé dès la fin de l'année dernière au travers de cette terminologie de la reflation et puis de l'accélération de sortie de crise et enfin d'une inflation qui est tellement forte qu'elle provoque non pas la hausse des taux longs, mais la baisse des taux longs et phénomène assez typique de stagflation. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fonds finalement? C'est pas un fonds monétaire dynamique. Non, ça, d'avant encore, je termine, excuse-moi Blaise. C'est pas un fonds monétaire dynamique. C'est un fonds sur lequel vous avez des convictions, c'est les convictions de gérants. Ces convictions, elles sont très transparentes. Je vous les donne soit par WhatsApp, soit par des moyens ou des canaux plus traditionnels, soit par Blaise. Vous adhérez au thème, comme l'inflation, la stagflation. Vous venez sur le fonds. Vous n'adhérez pas, eh bien, vous avez évidemment toute la liberté d'en sortir. Un mot seulement, je disais que le Black Swan, je l'avais bien analysé en janvier 2020. Pour autant, la VL a baissé. Il nous a manqué des outils à ce moment-là. Pour plus d'explications, demandez à Blaise ou à Jacques Cadena. Mais normalement, la valeur du fonds est de 10% plus haut que celle qui apparaît sur ce slide. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on tourne à plein régime. Et moi, je suis satisfait des outils que j'ai à ma disposition. Slide suivant. On va arriver, slide suivant. Ouais. On va arriver tout de suite à il y a quoi dans le fond en ce moment. Voilà. Dans le fond, il y a cette conviction que l'inflation est là pour durer, que c'est pas juste un épiphénomène, que c'est pas un phénomène transitoire, que c'est pas des effets de base, et que tout le mantra qu'on nous raconte depuis maintenant 1 an, et notamment que la Fed raconte, que la BCE raconte, c'est faux. C'est faux, c'est du somnifère qui est déversé sur les investisseurs de sorte qu'il n'y ait pas de chaos sur les marchés financiers. Mais c'est absurde. En réalité, il y a de l'inflation. C'est pas une inflation endogène, c'est une inflation qui est exogène. Elle est partie pour durer parce qu'elle est structurelle et je vais essayer d'en parler quelques secondes. D'où elle vient cette inflation? Il y a des causes qui sont connues. Les causes connues, c'est la consommation qui a été survitaminée pendant la sortie de crise Covid. Et survitaminée par quoi? Par 10 trillions de stimuli aux États-Unis et en Europe. Donc, boom, entraînant un boom de la demande. Et boom de la demande à un moment donné où on est confiné, qui s'est traduit essentiellement notamment par une demande dans les biens d'équipement électronique. Si vous rajoutez à ça une manière de gérer la crise du Covid en Asie qui se fait via les stop and go de manière assez totalitaire, c'est-à-dire que dès que vous avez un cas de Covid en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, on ferme les usines, on ferme les entreprises, on ferme les ports, ce qui veut dire immédiatement des problèmes d'approvisionnement, notamment là où la demande a été boostée, c'est-à-dire dans les biens d'équipement électronique, puisque schématiquement, pendant le Covid, on a tous reconstruit notre bureau à la maison et commandé de nouveaux ordinateurs. Par ailleurs, les voitures et les voitures électriques sont des petits ordinateurs roulants, des gros ordinateurs roulants. Donc, ceci se traduit du coup par un énorme problème sur les semi-conducteurs, mais évidemment, pas seulement, et ça va bien au-delà. Ça touche l'ensemble des biens d'équipement, ça touche
les fournitures, ça touche les vêtements, ça touche en réalité tous les domaines. Et on voit l'inflation en fait qui, avant d'être en début d'année parquée et réservée à la sphère de l'électronique, maintenant touche l'ensemble des biens de consommation et l'ensemble des postes du CPI. Donc, ça, ce sont les causes connues, les vraies causes, les causes structurelles, c'est quoi? C'est la déglobalisation et le protectionnisme. Pourquoi? Parce que les investissements depuis 2015, depuis le début de l'ère Trump, des entreprises autour de leur site de production et de manière transfrontalière ont en fait diminué de 50%. Donc, ça veut dire quoi des investissements transfrontaliers qui diminuent? Ça veut dire que votre supply chain entre chez vous et vos clients, vous n'avez plus investi dessus et vous avez même diminué vos investissements à hauteur de 50%. Donc, si vous voulez, le Covid, c'est un révélateur, c'est pas une cause. La cause, c'est la déglobalisation et c'est le protectionnisme. La deuxième grande cause, c'est la transition énergétique. On n'en parle pas du tout, mais elle a des effets pervers catastrophiques et maintenant, je pense que c'est devenu visible sur l'énergie. Alors, pourquoi? Parce qu'à horizon 2040, la décarbonisation entraîne une demande multipliée par 40 sur, par exemple, le lithium, par 20 sur le nickel, par 7 sur le manganèse, etc. Donc, vous avez toute la sphère des métaux qui est inflatée par cette transition énergétique. Vas-y, Blaise. Alors, de manière plus précise, la décarbonisation, c'est quoi son effet? Elle entraîne, donc on l'a dit, la baisse des investissements en énergie fossile. Donc, des boîtes comme Exxon, par exemple, ou Total ont sous-investi de manière désormais structurelle, et c'est quasiment irrécupérable, dans l'univers de l'énergie fossile. Ça entraîne quoi? Ça entraîne la baisse de l'offre de gaz. Pourquoi? Parce que quand on fore, je vais être très simple et très schématique, mais quand on fore, en fait, on ne sait pas si à l'origine, on va trouver du pétrole ou du gaz. Et donc, si on arrête de forer pour trouver du pétrole, on arrête de forer également pour trouver du gaz. Donc, la baisse de l'offre de gaz. Pendant ce temps-là, la décarbonisation entraîne la hausse de la demande du gaz. Pourquoi? Parce que le gaz est perçu comme une énergie verte, une énergie peu polluante. Et donc, vous avez du coup, en parallèle, aussi bien une baisse de demande une baisse de l'offre de gaz et une hausse de la demande du gaz qui provoque l'explosion du prix du gaz. Et donc, ça, c'est le chart de droite où on est sur des niveaux de 500% en moyenne. Et ce chiffre peut être plus élevé selon les zones. La hausse des prix du gaz entraîne la hausse des prix de l'électricité, qui elle-même entraîne la hausse des prix des métaux ferreux. Pourquoi? Parce que pour produire de l'acier, de l'aluminium, etc., il faut de l'énergie. Et cette énergie, elle est soit électrique, soit elle est elle vient du charbon. Et enfin, la dernière vraie cause, c'est le choc de supply chain ou le choc logistique. Pour ceux qui ont fait des cours de logistique, vous savez qu'une supply chain, c'est quelque chose d'extrêmement huilé. Si vous mettez un grain de sable comme le Covid à l'intérieur, eh bien, vous provoquez des catastrophes. Les catastrophes, on va les voir sur le slide suivant. Voilà, c'est le taux de congestion dans les principaux ports en Asie, en Afrique, en Amérique latine et aux États-Unis. Les points jaunes, c'est quoi? C'est les ports dans lesquels les taux de congestion sont les plus élevés et sont de l'ordre de 80%. C'est quoi le taux de congestion? C'est le rapport entre le nombre de bateaux qui est en train de naviguer au large des côtes dans l'attente d'être desservis sur le nombre de bateaux totaux, y compris les bateaux qui sont à quai. Donc schématiquement, vous avez 80% des bateaux sur la côte ouest des États-Unis, sur la côte est de l'Asie et en Afrique du Sud, vous avez 80% des bateaux qui sont en attente d'être déchargés. Voilà, le taux de congestion est énorme et n'est pas prêt de s'arrêter. Une supply chain, c'est un élément ultra fin qui dépend à la fois de ce qui se passe en amont et à la fois de ce qui se passe en aval. Donc, ce taux de congestion, pour le moment, on ne voit aucune amélioration et c'est pour ça que les prix du fret continuent à augmenter et viennent inflater
la sphère des prix et donc l'inflation qu'on voit. On continue. Donc, ce qu'il va falloir monitorer dans les jours suivants, dans les mois qui viennent, pour voir s'il y a une quelconque évolution de ce thème de la slowflation, ce thème de la hausse des prix qui génère forcément une décroissance à venir. Il faut monitorer ce qui se passe dans l'univers des énergies fossiles. Donc, regardez ce qui se passe en termes de résultats dans des boîtes comme Air Liquide, comme des boîtes comme Cameco aux États-Unis ou Centrus, qui sont des entreprises au tout premier plan de la fabrication ou des services autour de l'énergie nucléaire, de l'exploitation de l'uranium ou de l'enrichissement de l'uranium ou des services apportés aux centrales nucléaires. Donc, vous l'avez compris, le thème du nucléaire est un thème que j'aime beaucoup et depuis quelques mois, que j'ai beaucoup marketé auprès de nos clients et qui prend énormément d'importance et de momentum en ce moment dans le marché et grâce évidemment aux annonces également françaises en la matière, aux annonces de relance des centrales nucléaires au Japon ou en Finlande par exemple. Il faut regarder les comptes de résultats des entreprises qui ont une dépendance à la logistique qui est très élevée. Donc évidemment, des boîtes, ça ne vous surprend pas dans l'univers de l'automobile par exemple, hein, donc j'ai mis Faurecia, Stellantis, etc., ou dans l'univers des semi-conducteurs comme Apple ou ASML. Regardez également ce qui se passe, et là c'est plus pour voir comment se gère ou pas la sortie de Covid. Les entreprises qui ont bénéficié d'un effet d'accélération pendant le Covid, c'est-à-dire toutes les entreprises qui font du delivery just in time, hein, donc Deliveroo par exemple ou takeaway.com. Donc les thèmes du fond, slide suivant, Blaise s'il te plaît, c'est quoi en ce moment? C'est la slowflation. Donc, ça veut dire quoi? C'est la hausse des matières premières. Donc, le fonds porte beaucoup d'ETF investis dans des matières premières, que ce soit des métaux ferreux, des métaux non ferreux, des métaux éventuellement précieux, de l'uranium par exemple, qui permet également de jouer la hausse des prix de l'énergie. J'ai investi pas mal aussi dans des boîtes US qui sont exportateurs de gaz liquide et qui sont en train de faire un rallye assez extraordinaire en ce moment, en termes de rallye des prix. Le deuxième thème porteur du fonds, sans surprise, c'est l'augmentation progressive des taux longs et le dégonflement de la courbe des taux. Donc la courbe en montant, les taux en montant se dégonflent. Et en particulier le point central, ceci est emmené par le tapering, donc la diminution progressive des achats de la Fed. Le troisième thème que joue le fonds, c'est la vigueur du dollar. Typiquement, quand les taux longs américains montent, le dollar est bien soutenu, et en particulier comme contre l'euro ou contre le yen. Ceux qui suivent les marchés ont vu les récentes price actions. Thème suivant, ou slide suivant, pardon, voilà. Donc, ce que je vous invite, c'est à regarder en fait ce petit tableau qui vous donne la décomposition des principaux trades que j'ai implémentés, des principales stratégies qui sont classées en 3 blocs. Donc, le premier bloc, c'est donc average, high et low, c'est mes convictions. À l'intérieur des blocs, vous trouvez les thèmes, donc les taux plus hauts, l'impact de la transition énergétique, des thèmes liés un peu plus spécifiques à l'arbitrage de courbe des taux. Donc, on voit que sur la période récente, donc là, c'est schématiquement les 2 derniers mois, les convictions sur les thèmes sur lesquels j'avais une conviction moyenne ou les trades sur lesquels j'avais une conviction moyenne ont fait 2,17%. Ce 2,17%, il vient essentiellement de l'impact de la transition énergétique et de la manière dont je joue ce thème dans le fond. Je le joue comment? Je suis donc, vous avez compris, si je pense que les taux longs américains remontent, alors le marché immobilier américain, il doit baisser. Et donc, je suis short, je suis long de put sur ce qu'on appelle des promoteurs immobiliers américains qui vont voir la demande en maison neuve fortement ralentir du fait de la hausse des taux, de la baisse des demandes de crédit, etc. Donc, je suis short du marché immobilier américain et long du marché de l'énergie et notamment de toutes les matières qui rentrent dans la composition de la construction de maisons neuves, donc que ce soit du bois, de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, etc. Sur ce thème, donc on a fait 1,80% par exemple au cours des 2 derniers mois.
une ligne plus haut sur les traits de hausse de taux, on a gagné 40 centimes par exemple. Si je redescends un peu plus bas, vous voyez que vous allez retrouver le même thème, mais avec des niveaux de conviction plus forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur l'impact de la transition énergétique, qui pour moi est un facteur puissant en faveur du retour en grâce du nucléaire, eh bien, le nucléaire et l'achat d'ETF investis dans le nucléaire m'a permis, avec une forte conviction dans le bloc transition impact, de gagner 60 centimes, par exemple, sur les 2 derniers mois. En conviction faible, il y a cette idée que l'Europe sort de crise et peut surperformer. C'est plutôt une conviction assez faible, mais parfois les convictions faibles marchent bien. Et donc derrière cette ligne European Recovery, il y a quoi? Il y a plutôt des small et des mid-cap européennes qui ont plutôt bien fonctionné. Voilà, vous voyez au total, vous allez retrouver au total les 4% qu'on a engrangés au cours des 2 derniers mois sur le fonds. Je te redonne la main et on en a fini. Oui, alors on a échoué à respecter un timing qu'on avait souhaité très serré, mais on voulait vraiment insister sur l'ensemble des thèmes du fonds parce que je pense que c'est la meilleure façon à la fois pour vous d'appréhender ce qu'est cette gestion et puis également de la présenter à vos clients. Voilà, cette approche multithématique qui rend la gestion extrêmement concrète et puis je trouve très passionnante et tout à fait d'actualité par ces thèmes. Vous retrouvez sur cette slide pour conclure l'ensemble des partenaires auprès de qui nous sommes référencés. Bien évidemment, comme je le disais en introduction, je suis à votre disposition pour vous ajouter dans ce groupe d'échange, qui est un groupe WhatsApp qui fonctionne très bien, qu'on a créé il y a 1 an, dans lequel vous avez plusieurs dizaines de vos confrères qui échangent régulièrement avec Étienne. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez rentrer un peu plus dans la tête du gérant, à me solliciter. Je le ferai avec plaisir. Voilà, on en a maintenant terminé. Mais je tiens à vous remercier en tout cas. Vous êtes restés pour la quasi-totalité d'entre vous jusqu'à la fin, malgré un timing un peu plus long. Donc, merci beaucoup et puis à très bientôt pour un prochain webinaire sur le process. Je rajoute un mot, exactement. On fera un prochain webinaire sur le process qui permettra de soulever le capot et de rentrer vraiment dans l'idée de l'allocation du risque par thème. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.